Aujourd'hui, à l'émission Demain l'agriculture, on vient rencontrer Caroline Lorrain qui est propriétaire de la ferme aux légumes d'hiver. Suivez-moi! Salut Caroline! Bonjour! Ça va bien? Ben oui. Donc on s'en vient à la ferme aux légumes d'hiver, donc on va aller faire une visite tout de suite de la ferme ici qui est biologique. Super, on y va. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes certifié biologique? Depuis le début, moi c'est ma 9e saison, puis je me suis certifiée là, dans la première année. Ici, c'est la terre de mes parents, en fait. J'ai grandi ici, mais eux, ils n'étaient pas vraiment agriculteurs. Ils ont eu des animaux à bœuf avant ma naissance, puis toute ma jeunesse, ils louaient là, les terres à des voisins. Puis quelques années avant que je démarre ici, ils avaient implanté un pâturage. Un pâturage. C'était un champ de foin, en fait. Là, ça faisait 3 ans que la prairie avait été renouvelée. Fait qu'il n'y avait pas maïs soya là, dans cette parcelle-là. J'ai eu un parcours un peu... plusieurs choses m'ont amené à l'agriculture. Ça a commencé par un voyage dans l'Ouest canadien à cueillir des cerises où je me suis rendu compte que j'aimais ce travail-là, le travail physique dans les champs. Puis après ça, toute une prise de conscience sur c'est quoi notre système alimentaire mondial. J'ai fait du woofing en Europe, qui est comme du travail bénévole sur des fermes biologiques. Puis quand je suis revenue, je pensais pas tout de suite me lancer en agriculture. Je savais pas en fait que je ferais ça un jour. J'ai commencé par étudier en philosophie pour finalement bifurquer vers l'agriculture. Je suis allée faire un DEP en production horticole, puis finalement un bac en agronomie. Puis j'ai démarré mon entreprise la 2e année de mon bac, puis j'ai tout fait ça en même temps. Puis pourquoi avoir choisi le nom aux légumes d'hiver? Au début, j'avais vraiment l'intention de faire des légumes de conservation, des paniers d'hiver. J'avais fait mon premier petit jardin dans la section plus près de la forêt, puis c'était un sol, un loam sablonneux. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait juste un petit bout qui était comme ça, puis que tout le reste de la terre, c'était une grosse argile, puis c'était pas vraiment une bonne idée de faire des légumes racines là-dedans. Puis finalement, faire des légumes, produire des légumes pour l'hiver, c'est quand même toute une autre logistique. Aller dans les points de livraison quand il fait moins 20, c'est quelque chose aussi qui me plaisait moins finalement que de faire des paniers d'été. Donc, j'ai jamais changé de nom, mais j'ai démarré l'entreprise en 2010, au printemps 2010. J'étais étudiante à temps plein à ce moment-là, puis j'ai fait une quinzaine de paniers la première année avec ma sœur qui m'aidait pendant l'été parce qu'elle était professeure, puis là, elle est venue m'aider. Dans ce temps-là, c'était presque autant de travail de faire 15 paniers qu'aujourd'hui en faire pour 150 personnes. Parce que on avait tout à apprendre. C'est sûr que c'est un travail qui est physique. Là. Les premières années, on faisait des grosses journées, là, des journées de 12 heures, puis le soir, tu t'endors parce que tu es fatigué. Maintenant, je travaille un peu moins physiquement parce que j'ai plus de gestion à faire. J'ai des employés cette année, j'ai 4 personnes. Il y a toutes sortes de choses qui viennent avec ça. Il faut faire les payes, il faut planifier ce qu'il y a à faire, la planification de la production, la gestion des paiements, du service à la clientèle. Donc, maintenant, j'ai
je suis pas toute la journée, tout le temps en train de travailler physiquement, mais c'est d'autres fatigues, d'autres stress aussi. Je pense qu'il y a deux modèles qui se dessinent actuellement. Il y a la méga très grosse ferme qui est le modèle dominant peut-être aux États-Unis. Puis aux États-Unis aussi, à côté, il y a quand même une grosse vague de petites fermes comme la nôtre parce que c'est intéressant que notre travail ait un sens. Je pense que si je gérais une entreprise qui élève 10 000 porcs, je ne trouverais pas beaucoup de sens dans ce que je fais. Donc ça, c'est quand même important. C'est sûr qu'on ne se le cachera pas que c'est difficile à rentabiliser les petites fermes au Québec pour toutes sortes de raisons. Mais partout dans le monde, les producteurs sont en compétition les uns avec les autres. On est en compétition avec des pays où est-ce que les travailleurs sont payés des salaires de misère puis on ne respecte pas les droits humains. Donc, c'est sûr que c'est difficile dans ce contexte-là quand il faut vendre le produit le même prix qui viennent du Bangladesh ou du Mexique ou n'importe où, tu sais. Mais je continue d'y croire que c'est possible. Puis si nos gouvernements peuvent appuyer les initiatives qu'on fait, ils le font déjà à petite échelle. Il y aurait moyen de faire mieux, ça c'est certain. Je pense qu'il n'y a pas de solution unique. L'agriculture au Québec est subventionnée. Elle est beaucoup subventionnée. L'argent est canalisé surtout vers certaines production. Il y a certainement des choses à revoir là. Il y a toutes sortes de manières d'aider l'agriculture de proximité. D'ailleurs, des organisations comme la CAPI vont travailler dans ce sens-là, main dans la main avec d'autres organisations, puis essayer de travailler avec le MAPAC, le gouvernement, pour faire avancer ces choses-là. Ça bouge tranquillement, je pense. Il y a peut-être plus d'écoute qu'il y en a déjà eu dans le passé, je pense aujourd'hui, parce qu'il y a un momentum, il y a quand même une vague de fond des consommateurs, des citoyens qui voudraient autre chose pour leur alimentation que des bas prix et des pesticides. J'imagine que vous connaissez Jean-Martin Fortier. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Ben oui, je le connais. C'est pas nécessairement un ami personnel, mais je le connais depuis longtemps. Il a étudié à McGill juste un peu avant moi. Moi, je le suivais sur son blog là, avant qu'il devienne connu. Puis c'est sûr que j'étais un peu inspirée par ses méthodes de production au début. J'ai lu son livre, puis il y a des techniques intéressantes là-dedans, là, c'est sûr. Okay. Pourquoi vous avez choisi de vous établir à Saint-Félix-de-Valois? C'était un choix qui était assez facile à faire parce que mes parents avaient une terre ici. T'sais. On ne se le cachera pas qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile à acquérir une terre. Ça l'était moins il y a 8 ans. Maintenant, je voudrais démarrer puis partir ailleurs, mais acheter une terre, ça serait quand même pas mal difficile. Il y a des initiatives comme Artère là, qui permettent de lier des personnes qui n'ont pas de relève avec des jeunes agriculteurs, mais ça reste marginal. Fait que quand tu as la possibilité de le faire dans ta famille, t'hésites pas vraiment. En ce moment, j'arrive pas trop à me projeter dans 5 ans. Quand j'ai fait mes premiers plans d'affaires, j'avais pas vu aussi loin que 15 ans. Puis, je suis un peu en remise en question actuellement parce que ça fait... l'an prochain, ça va faire 10 ans que j'ai démarré cette entreprise-là. Puis, je l'amène tout seul depuis le début. Puis, j'aimerais ça mener ce projet-là avec d'autres mondes. Donc, je sais pas, je veux pas dessiner ce que sera cette entreprise-là dans 5 ans. J'aimerais ça le dessiner avec d'autres gens, en fait. Votre saison dure combien de mois ici? Bien, dans le fond, ça commence en janvier avec les achats des semences, la planification. On n'est pas dehors en train de faire les semis. Les premiers semis, je les fais dans le courant du mois de mars, à la mi-mars, dans une pièce à l'intérieur dans les bâtiments. Puis les premières implantations au champ dès qu'il n'y a plus de neige. Cette année, ça a été tard. Ça fait quelques années que nos saisons sont tardives, mais à partir du début avril, ordinairement, on peut commencer à venir travailler le terrain puis faire des semis, des plantations. Mes paniers se terminent à la mi-novembre. J'ai encore quelques petites choses dans une boutique à Joliette à saveur locale jusqu'en décembre. Puis, c'est ça. On a 1 mois et demi où est-ce qu'on n'a rien à faire, disons, le mois de décembre, puis après ça recommence.
Je m'appelle Nicolas Geoffroy. Je viens du village juste à côté, ici. J'ai commencé à travailler dans les légumes il y a 2 ans. Puis, pour ma 2e année, je voulais essayer une autre ferme. Puis, j'ai su en cherchant qu'il y avait une ferme qui faisait des légumes bio, tout près, dans mon coin, dans mon voisinage. Donc, je suis allé rencontrer Caroline Lorrain lors des rencontres de l'ACAP, la coopérative pour une agriculture de proximité écologique. Puis, j'ai été bien content de l'expérience que j'ai ici. Je suis venu une 2e année. Puis ça me permet d'apprendre à cultiver les légumes chez Caroline pour partir ma première entreprise. Puis, j'ai une super collaboration avec Caroline. Elle m'aide vraiment beaucoup à apprendre à implanter mes légumes chez moi. Elle m'a vendu des transplants. Je lui revends des légumes. Donc, je peux commencer à avoir un petit marché, moi, qui commence à temps partiel avec les légumes que je fais sur ma terre, progressivement, pendant que je travaille à temps plein ici chez Caroline. Donc, c'est une vraiment belle opportunité qu'elle m'a offerte de m'épauler puis m'accompagner là-dedans. Je viens d'une ferme laitière. On avait de la terre, j'ai évalué les possibilités. Je voulais faire de l'agriculture biologique, puis aussi, j'aime le contact avec la clientèle. J'ai travaillé avec le public, j'aime ça que les gens viennent à la ferme ou que la ferme vienne à eux, qu'il y ait un contact direct. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaisait dans les paniers bio. J'aime aussi le fait qu'il y ait un abonnement dès le début de la saison. Ça sécurise l'agriculteur parce que tu cultives, tu sais ce que tu cultives, mais est-ce que tu vas vendre ce que tu récoltes? Est-ce que tu vas être pris avec du monde à l'épicerie qui vont te négocier serré puis qui ne prendront pas tes récoltes puis qui vont baisser tes prix? Ou les prix sont prévus à l'avance et on fournit régulièrement des abonnés qui ont un service pour lequel on se dévoue. Je préfère cette formule-là des paniers bio qui sécurise l'agriculteur puis qui en même temps permet aux abonnés d'avoir un très bon prix dans le légume bio, bien mieux que celui de l'épicerie. Fait que je trouve que c'est avantageux dans les 2 sens. Ça ressemble à quoi une journée ici sur la ferme? Il y a des journées désherbage, comme aujourd'hui, où on fait du drageonnage, puis on prépare les récoltes. Il y a des journées comme demain, où ça va être la récolte toute la journée. Puis après ça, on va laver les légumes, puis les préparer pour la vente du lendemain. Donc, il y a des journées où est-ce que c'est la demi-journée, où est-ce qu'on fait de la distribution des paniers dans les points de service. Ça varie vraiment, mais c'est ça. Le légume, ça reste toujours la même base, là. On plante, on sarcle, on récolte, on plante, on sarcle, on récolte. C'est toujours, c'est essentiellement ça à la base. L'ACAP, ça signifie coopérative pour une agriculture de proximité écologique. En d'autres termes, c'est une coopérative qui regroupe essentiellement des producteurs qui font une production qui est destinée à des consommateurs directs ou indirects avec un seul intermédiaire. C'est comme ça qu'on nomme la proximité. C'est des gens qui ont décidé de se regrouper ensemble pour différentes raisons, là, à la fois pour se doter d'une voix politique et pour se mettre des outils en commun, en fait, se doter d'outils de mise en marché collective, d'achat collectif, de projets de toutes sortes, comme les projets d'autoconstruction. L'ACAP, c'est né... au départ, il y avait un regroupement qu'on appelait ça a commencé par des jeunes maraîchers qui étaient essentiellement des étudiants qui échangeaient sur une liste courriel avant même de devenir producteurs eux-mêmes. Puis quand ils sont devenus producteurs, cette liste courriel-là a continué d'exister, puis ils s'échangeaient toutes sortes de trucs sur la production, essentiellement. C'est des producteurs maraîchers. Puis avec le temps, ils se sont mis à échanger aussi des idées politiques. Ça a démarré il y a une 12aine d'années. Puis le réseau a grossi. Puis au tout début de l'ACAP, il y avait peut-être 200-300 personnes qui étaient abonnées à cette liste courriel-là, qui s'échangeaient tous les jours là, de l'information. Puis ils organisaient des rendez-vous automnaux qui avaient lieu. Au début, là, c'était chez quelqu'un, puis le monde campait là. Puis ça a grossi. Maintenant, ben, c'est dans des lieux externes. Là. Depuis quelques années, ça se fait au Camp Papillon, ici, dans la région. Mais bref, ça a été le regroupement qui était à la base de l'ACAP. Puis c'est en 2014, si je ne me trompe pas, qu'on a fait l'assemblée de fondation de l'ACAP.
Puis là, rapidement, là, le membership a grossi. Puis il y avait un réel besoin, en fait, pour les producteurs qui ne se retrouvaient pas nécessairement dans les organisations existantes pour être représentés. En étant une coopérative, il y a vraiment beaucoup de flexibilité. Déjà, la coopérative peut se financer elle-même par des projets comme les projets commerciaux. Donc, elle n'est pas obligée d'être dépendante des subventions puis du mécénat, ce qui est intéressant. On a décidé de privilégier certaines avenues politiques dans les dernières années parce que les membres le demandaient. L'AKP va avoir des revendications à faire, en fait, puis va s'asseoir à différentes tables que les instances mettent en place pour être capable de discuter, faire avancer le mouvement de l'agriculture biologique de proximité, faire avancer les idées et faire progresser les aides qui vont avec, en fait. Puis, présentement, là, ce volet-là, il se fait beaucoup bénévolement là, par les gens qui sont sur le conseil d'administration, président, vice-présidente. Donc, c'est un des volets, mais ça peut être appelé à changer dans le temps aussi. L'AKP, depuis le début, a essayé d'être relativement neutre. Elle s'est assise avec tout le monde. Elle s'est assise avec l'UPA, avec l'Union paysanne, avec le gouvernement. Donc, l'AKP ne souhaite pas se positionner par rapport au monopole syndical parce qu'il y a de toutes les idées à l'intérieur de nos membres. Donc, on ne lance pas un mot d'ordre là-dessus. C'est à chacun de se positionner là, selon sa conscience. J'ai regardé ce matin, on doit être autour de 175 producteurs, puis il y a d'autres membres aussi. Là. On peut être membre, même si on n'est pas un producteur. Les intervenants, il y a des étudiants qui peuvent être membres, mais les producteurs certifiés biologiques ont le contrôle sur l'organisation parce que les autres membres ils ont droit à seulement 25 % du vote. Donc, c'est ça qu'on a trouvé pour garder l'entreprise proche des membres producteurs. Là. Ça coûte pas très cher, là, être membre de cette organisation-là. Puis, juste au niveau des achats collectifs, comme par exemple, moi, j'ai pu acheter, des sacs de plastique, c'est pas à la mode, mais on est quand même obligé d'en utiliser un peu dans notre production, là, du mesclun. C'est difficile à vendre comme ça, en vrac. On essaye, mais... Donc, on a pu se faire des sacs à nos noms, ce qui est comme impossible quand tu es une petite entreprise toute seule. Il faudrait que tu t'en fasses faire quelques centaines de milliers. On achète des bacs en commun, des couteaux, toutes sortes de choses. On a accès à des ateliers, le rendez-vous automnal, l'expo champ qui va avoir lieu cette année pour la première édition. Il y a toutes sortes de... Puis juste le fait de se regrouper dans une association, déjà en soi, c'est intéressant. Là. Ça fait que tu te mets à avoir des contacts avec plein d'autres mondes de ton secteur. Vous pouvez aller sur le site Internet de l'AKP, kp.coop, puis il y a un petit formulaire à remplir, vous allez devenir membre. Bien, le rendez-vous automnal, c'est un événement rassembleur où est-ce qu'il y a, pendant toute une fin de semaine, des ateliers qui se donnent sur la production. C'est le moment aussi de tisser des liens avec d'autres producteurs. Puis ça se passe toute une fin de semaine dans un lieu convivial. On est généralement là, à pleine capacité à chaque année depuis quelques années. C'est l'endroit où être quand tu es un producteur maraîcher ou de proximité écologique à la fin de ta saison, que tu as besoin d'un petit boost pour te rappeler pourquoi tu fais ça, puis de connecter avec les autres personnes qui font la même chose que toi dans la vie. Il y a plusieurs initiatives de mise en marché coopérative avec l'AKP qui se regroupent tous sous le nom biolocaux. Il pourrait y avoir d'autres formules. Présentement, il y a deux formules distinctes qui sont les kiosques collectifs, qu'on appelle les kiosques des biolocaux. Il y en a 3 présentement. Il y en a à Jean-Talon, au marché à Toiteur, et puis maintenant, cette année, au marché Maisonneuve. Donc, c'est des fermes qui se sont regroupées sous le nom des biolocaux pour offrir un kiosque dans un marché d'envergure collectivement. Donc, ils doivent travailler ensemble. Ils ont appris à travailler collaborativement pour tenir ce kiosque-là plusieurs jours par semaine, là, parce que c'est aussi difficile pour un seul producteur
dans nos types de production, d'être là plusieurs journées par semaine dans un marché là, comme Jean Talon, ça coûte cher aussi. Donc, en se collectivisant, bien, c'est possible. Puis, il y a une autre initiative qui est les biolocaux d'hiver. Ça, c'est né d'un besoin qu'il y avait de garder la clientèle des paniers d'été en hiver, parce qu'il y a toutes sortes d'autres initiatives qui existent, l'UFA, toutes sortes d'autres projets qui pouvaient prendre les abonnés pendant l'hiver, puis après ça, bien, ils ne revenaient pas nécessairement au panier. Donc, on s'est dit, on va faire des paniers d'hiver, puis comme ça, bien, les clients, on va les redonner aux fermes l'été. Donc, ça fait 3 ans. Puis la première année, il y avait des objectifs ambitieux. Là. On visait 1000 paniers à Montréal, puis on l'a presque atteint. Là. C'était 800 quelques paniers. Puis encore là, il y avait au début, je pense que c'était 25 fermes qui fournissaient ces paniers-là. Donc chacun y allait des légumes qui étaient avec lesquels il réussissait mieux. Puis en se collectivisant comme ça, ben c'est possible là, de faire des beaux paniers qui s'étalent pendant toute une saison, pendant l'hiver. Je pense que le nombre a été réduit là, un peu cette année. Il y avait, je pense, 16 producteurs. Puis il a été ajouté aussi depuis 2 ans des viandes, d'autres produits connexes qui n'étaient pas vendus nécessairement dans le panier, mais à côté. Depuis quelques années, il y a des gens à l'intérieur de la CAPI qui s'intéressaient à construire eux-mêmes de la machinerie qu'ils ne trouvaient pas sur le marché ou à prix abordable pour leurs besoins. Parce que la machinerie dans le secteur maraîcher au Québec, c'est beaucoup fait pour des assez gros producteurs, puis souvent, on ne trouve pas ce qu'on veut. Donc, il y a en France quelque chose qui s'appelle l'atelier paysan qui développait de la machinerie, puis qui avait des plans aussi de certaines machines qui pouvaient être utilisées. Donc, en partenariat avec eux, il y a un petit groupe qui s'est mis à produire des machines avec de la soudure puis tout ça. Donc, c'est des petits groupes là, de 8, 12, 15 personnes qui vont travailler ensemble à créer un outil. Puis après ça, bien, ça diminue les coûts de production, puis ça permet généralement de trouver du matériel là, plus facilement, puis c'est un peu solide. Ça fait quelques années que le Festicapé se fait là, dans la fin de semaine de la fête du travail. C'était un événement qui se voulait au début essentiellement une levée de fonds pour l'ACAPé. Donc, on faisait un souper gastronomique, puis on invitait là, les gens à avoir une journée festive dans un lieu enchanteur. D'ordinaire, ça se fait sur une ferme. Cette année, ça se fait sur la ferme en thé. Puis là, il a été ajouté cette année le volet Expo Champ. Moi, j'ai pas du tout là, participé à l'élaboration de ça. Là, donc, pour moi, ça va être un peu une surprise. Là. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais ce que j'en sais, c'est qu'il va y avoir l'exposition de machinerie plus adaptée à notre réalité à nous. Parce qu'encore là, les expos champs qui ont lieu là, au Québec, moi, je ne vais pas là parce qu'il n'y a rien pour moi. Donc, il va y avoir de l'exposition de petites machineries, de tunnels chenés, de choses qui peuvent être intéressantes pour des petits producteurs. L'Union paysanne, c'est un regroupement qui se voulait au départ un regroupement qui allait rassembler les consommateurs et les producteurs. Puis ça, c'était une super belle idée, une super belle initiative. Puis ça a été un mouvement social, en fait, même l'Union paysanne qui a connu ses moments de gloire là, dans les débuts des années 2000. C'est ça. Avec le temps, les membres producteurs se sont trouvés peut-être un peu noyés dans la masse de consommateurs. Puis il y a eu un peu une déconnexion entre la réalité sur le terrain puis ce qui était véhiculé. Donc, les producteurs ne se retrouvaient plus tellement dans cette organisation. Il y en a qui sont encore là. Moi, j'ai essayé de militer un peu là, il y a quelques années là-bas, mais je me retrouvais plus là, dans une organisation qui était essentiellement d'autres producteurs comme moi qui vivent la même réalité. Moi, je fais des paniers de légumes bio essentiellement, puis un peu de marché public. Puis je cultive une quarantaine de légumes, à peu près 250 cultivars, puis sur 0,8 hectares. J'ai 150 planches de culture. Une planche de culture, c'est un lit de culture d'à peu près 1 mètre de large. Donc, ça commence ici, puis tout le champ ici, là, c'est mon jardin. Ici, à droite, on a des haricots. Puis au milieu, il y a des courges, des zucchinis.
Là, on vient de récolter les haricots ce matin. Il y en avait beaucoup, là. On va avoir récolté 60 livres entre hier puis aujourd'hui. Comme vous voyez, entre mes planches de culture, j'ai des allées enherbées. En fait, c'est enherbé naturellement. Là, au début, quand j'ai commencé, c'était une prairie. Puis, j'ai jamais retourné les allées. Donc, on cultive au beau milieu d'une prairie en essayant de garder la biodiversité le plus possible. Puis, on coupe les allées là, quand on a besoin. Là. Comme ici, on a taillé pour être capable de faire la récolte plus facilement. Ça maintient le niveau de mauvaises herbes annuelles, comme le chou gras et des choses comme ça, un peu plus bas. Des fois, ça nous donne des petits défis aussi, mais j'apprends à travailler avec ce système-là. Ici, il y a des travailleurs qui sont en train de récolter les pois. On est sur la fin là, de la récolte de cette plante-là parce qu'il fait pas mal chaud, puis c'est vraiment une plante de froid, là, le pois. Puis ils nous ont bien servi quand même ces pois-là dans les dernières semaines. Là. On en a récolté beaucoup pour les premiers paniers. Ici, c'est des zucchini. On est un petit peu pâlottes là, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'eau dans les dernières semaines. Mais ils sont en début de production. Ça commence à donner pas mal. Encore du zucchini, de la laitue. Je fais beaucoup de laitue sur la ferme ici. On en plante une planche comme ça à chaque semaine. Ça fait à peu près entre 300 et 400 laitues qu'on plante par semaine. On peut venir ici à l'intérieur. Ça ici, on appelle ça des tunnels chenilles. C'est des structures légères qui permettent d'augmenter la production parce que ça augmente la chaleur à l'intérieur. Puis, comme il ne pleut pas sur les plants de tomates, poivrons, aubergines, il y a moins de maladies qui se développent. Ça augmente beaucoup la production. Je fais surtout poivrons, tomates, aubergines, concombres. J'ai fait des pois cette année puis des haricots grimpants dans les tunnels. J'en ai 7. C'est des structures qu'on doit monter, démonter à chaque année. Mais c'est ça. C'est quand même intéressant parce que c'est pas très cher non plus. Puis, qu'est-ce que vous avez entre vos allées aussi? Il y a une espèce ça, c'est un paillis de plastique. C'est tissé, c'est une toile tissée que je peux réutiliser à chaque année au lieu de jeter du plastique. Là. Puis je l'installe avec des broches, puis on l'enlève l'année suivante. Les tunnels, on les bouge de place, hein, ils ne sont pas toujours au même endroit. Donc ici, si je laissais les allées enherbées, ça viendrait super haut, super vite. Là, fait que c'est plus facile à gérer en empêchant carrément l'herbe de pousser. Là. Ça, c'est vraiment justement les cultures qui demandent plus de chaleur, là, comme les tomates, les aubergines puis les poivrons. En champ, c'est pas mal plus difficile à faire. En tunnel, la production est augmentée par 4, là, minimalement. Là, donc, ça vaut vraiment la peine de le faire. La nuit, il y a une différence de 4-5 degrés peut-être, mais quand ils sont fermés là, au printemps puis à l'automne, des fois, on les ferme là, quand ils annoncent un gel. Mais c'est vraiment pas pour les maintenir hors du gel qu'on utilise ça. C'est vraiment pour augmenter la température de jour. Je fais pas le mesurage, là, mais il y a une bonne différence là, en plein jour. Là, ça peut être 20 degrés de plus. Là. Il y a toujours une culture qui va moins bien qu'une autre, mais comme on en fait beaucoup au bout de la ligne, ça paraît pas trop. Ici, on peut venir voir le melon cantaloupe. Ça commence à s'en venir bien. Il y a beaucoup de fleurs. Il n'y a pas encore de fruits. Là. On va récolter dans le mois fin août, début septembre, les premiers plants. Ici, j'ai des oignons. Bientôt, je vais commencer à récolter des oignons frais. Ils sont beaux cette année. On a réussi à les maintenir hors des mauvaises herbes. Puis je suis pas mal fière de cette culture-là. On en a planté beaucoup. Là. Ici, on a Tommy et Nicolas qui sont en train d'attacher les tomates cerises. Salut! Ça va commencer à produire bientôt. Là. Il y a quelques petites tomates qui commencent à être. Les premières arrivent. Ouais. Dans une semaine, on devrait commencer à récolter. Puis ça va être une belle récolte, je pense. Les plants sont beaux cette année. Ici, on a des cerises de terre. Qui commencent à être pas mal gros, les plants. Bientôt, d'ici 2-3 semaines, on va commencer à récolter ça. Les cerises vont tomber, en fait, sur le plastique, puis on va
on va les récolter une fois tombées. C'est comme ça que ça produit les plantes de cerises de terre. Puis ici, j'ai de l'ail. Je vais la récolter là, cette semaine, là, d'un jour à l'autre. On aimerait ça la laisser maturer un peu plus, mais avec la température qu'on va avoir cette semaine, c'est propice là, au développement des maladies. Fait qu'on va la récolter pour la faire sécher le plus vite possible. Ici, on a une autre planche de tomates. Les plants sont plus végétatifs que les autres qu'on a vus là-bas. Ils sont plus verts parce qu'ici, le sol, justement, il est plus argileux. Fait que ça maintient le sol plus humide. Puis c'est ça, j'en mets à différents endroits des tomates comme ça. Je sais que si on a une année sec, je vais en avoir des belles. Si on a une année humide aussi, je mets pas toutes mes œufs dans le même panier. Puis ceux-là, ils vont produire un peu plus tard que les autres, mais c'est ça. Moi, je m'arrange pour avoir une belle production tout au long de la saison. Puis on a d'autres poivrons ici aussi. Les plants sont un peu plus gros, encore une fois, parce que le sol est plus humide. Puis un peu plus fertile aussi, naturellement. Là. Ici, c'est intéressant, c'est une nouvelle parcelle que j'ai ouverte cette année. La technique, ça a été de mettre une toile noire au sol, une toile qui faisait 150 pieds de long par 50 pieds de large. Puis, elle a été au sol tout l'été passé. Ça a tué l'herbe qu'il y avait là. C'était en prairie depuis 10 ans. Puis, à l'automne, j'ai formé des buttes. Puis, j'ai remis la toile. Ce printemps, je suis venue semer assez tôt, ce qui a permis de semer des carottes relativement tôt. Puis là, on a commencé à les récolter déjà. Puis ça se maintient assez propre. Là. On n'a pas eu à beaucoup désherber, fait que c'est quelque chose à reproduire dans le futur. Là. Je suis assez contente. Par contre, on a eu des défis là, avec les insectes de prairie, là, les hannetons et les vers fils de fer. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir à comment gérer ça pour que ça ne se produise pas, les Bien, essentiellement, le plus gros principe de lutte dans mon système, c'est vraiment de laisser la biodiversité faire son œuvre. Dans nos allées en herbe, il y a plein de crapauds qui se cachent, ils viennent manger plein d'insectes. Il y a vraiment beaucoup d'insectes, des coccinelles, toutes sortes de choses qui font le travail. On a aussi, là, comme vous pouvez voir, ça c'est esthétiquement moins intéressant, mais c'est très efficace, les filets. Ça empêche certains insectes qui nous donnent plus de fil à retordre, qui ne viennent pas dans les cultures. C'est pour les choux surtout que j'utilise ça, ce qui est dans la famille des choux. Puis il y a des produits qu'on peut utiliser en agriculture biologique aussi là, qui viennent en dernier recours. J'utilise même presque pas de biopesticides parce que je considère que si tu élimines complètement ton insecte, ben t'empêches la biodiversité de faire son œuvre, donc j'essaie de l'utiliser juste en dernier recours. Ça, c'est le tracteur à mon père. Je l'utilise en fait pour... celui-là, il est pas mal gros. Je l'utilise pour retourner le tas de compost à la main. Ça serait quand même long, là. On fait notre propre compost. Je pouvez le voir, il y a un tas ici. On le voit plus très bien. Là, il commence à y avoir beaucoup d'herbe autour. Je reçois du fumier de petits chevaux. Mon frère qui habite à côté, il y a plusieurs petits chevaux miniatures. Puis comme ça, je peux faire mon propre compost avec ce fumier-là. Fait que c'est intéressant. Là. Ça diminue mes coûts de production. Puis j'achète un peu là, de fumier de volaille composté là, pour faire une fertilisation finale, mais presque pas. En fait. Moi, j'ai un petit tracteur, là, un 30 forces pour faire la préparation de terrain au début de saison. Là. Puis en cours de saison, quand j'ai à détruire une planche de culture. Mais sinon, tout le reste, c'est manuel. Le désherbage se fait essentiellement manuellement. Il n'y a pas de sarclage mécanique. Dans le type de sol que j'ai, là, cette année, exceptionnellement, il ne pleut jamais. Fait que ça serait plus facile de désherber avec un tracteur. Mais d'ordinaire, il pleut, puis 3 jours de temps, je ne peux pas rentrer dans mon champ avec mon tracteur. Fait que je pourrais comme jamais l'utiliser. J'ai 2 semoirs. Ça dépend qu'est-ce qu'on sème. Moi, je fais pas beaucoup de semis directs. Je vais semer de la carotte, de la betterave, des radis, des ravioles, puis du mesclun essentiellement. Tout le reste, on transplante, même les haricots puis les pois. Dans le type de sol que j'ai aussi, il y a une meilleure reprise quand je fais de la transplantation. Je fais même de la transplantation de betteraves.
Ici, il y a des brocolis qui s'en viennent. On va les récolter dans peut-être 2 semaines. La tête va se former, puis ça va sortir. Ça va être une belle planche. Cette année, toute la famille des choux, c'est un peu plus difficile. Il y a des insectes qui prolifèrent bien avec la sécheresse, l'altise. C'est pour ça qu'on a tout couvert. Puis la cécidomie dans les choux-fleurs. Puis là, c'est vraiment un insecte qu'il faut absolument garder hors de nos cultures. Fait que là, on essaye de pas trop souvent ouvrir les filets. Ici, il y a des choux chinois, puis des laitues qu'on va commencer à récolter cette semaine. Ils sont un peu inégales, là. Ils ont un petit peu souffert du manque d'eau. Là. On arrosait partout, mais notre système commençait à être au bout de ses capacités là, dans les dernières semaines. Il fallait arroser en permanence, puis je ne peux pas arroser l'entièreté du champ en même temps. Donc, ici, à gauche, on a des oignons rouges qui ont commencé à se coucher. Ça veut dire qu'ils veulent qu'on les récolte. Ils sont déjà prêts. Puis j'ai des choux d'automne. Ils ventent un peu. Ces choux-là, ils vont être prêts dans quelques semaines. Ils vont commencer à être prêts dans quelques semaines. Ils sont pas mal gros. Je suis assez contente de cette production-là cette année. Ils ont commencé à former leur petite tête. Puis, ça s'en vient bientôt. Ici, j'ai fait un dernier semis de carottes hier. Ça va lever dans peut-être 2 semaines. Ici, on a d'autres laitues qui sont un peu enherbées. On va les récolter cette semaine. On fait parfois un peu de compagnonnage. Ici, on avait planté des laitues au début, puis on est venu mettre des échalotes avec. Ça, les laitues ont été récoltées. Les échalotes vont être récoltées bientôt. Ça ici, c'est des poireaux. Ils s'en viennent bien. On va récolter ça vraiment tardivement à l'automne. Ça va être dans les dernières cultures qu'on va récolter. Ici, on a des carottes qui s'en viennent. Ça va être le deuxième semis de carottes qu'on va récolter. Le premier, là, je vous en ai montré un tantôt, il est prêt. Ça, c'est du basilic. Du basilic pourpre. Puis on arrive au bout, on retourne au bout du champ avec quelques rangées d'ail au bout.
Donc ici, l'été, on s'installe ici pour partir des semis. Plus intéressant qu'à l'intérieur, là, on est bien. On fait beaucoup de semis successifs toute la saison, tout ce qui se récolte d'une seule fois, comme des brocolis ou des choux, des choux rases. Là, on a semé une dernière batch de kale pour récolter à l'automne. Ça c'est le terreau qu'on utilise, on le prépare nous-mêmes. En fait, j'achète les ingrédients de base puis je le mélange moi-même au printemps. Puis on fait même... on n'utilise pas de caissettes de plastique. Ben, on en utilise un peu, là, des multicellules, mais on fait des blocs de sol avec une espèce de petite machine comme ça. Ça diminue l'utilisation du plastique, puis ça réduit aussi l'espace qu'on a de besoin parce que dans le même format de multicellules, je peux pas amener les plants au même degré de maturité. Ici, on a des bacs à laver éternellement. À chaque semaine, on doit relaver les bacs. On utilise cette année une machine à pression pour faire ça, ça va plus vite. Ici à gauche, les derniers zucchini et concombres qu'on va planter pour la fin de la saison. On va les planter dans 2 jours. On accueille les gens ici le jeudi pour la réception de leur panier. Il y a 25 personnes qui viennent à la ferme sur nos 150 abonnés. C'est le fun, il commence à y avoir plus de monde dans la région. Puis là, on fait un bel étalage, on place les légumes là, sur la table ici. Puis on a une formule tout en mini-marché, donc les gens ils sélectionnent une question dans leur panier. Ça, ils aiment bien ça parce que s'ils n'aiment pas le kale, ben ils n'en prennent pas. Puis ils n'ont pas besoin d'en manger. Puis on est installé avec une baignoire, en fait. C'est assez simple, mais on lave nos légumes ici dans la baignoire, les lavabos. Il y a des choses qu'on trempe directement aussi au champ, ça dépend. Puis j'ai une chambre froide dans laquelle je place les légumes. Je vais rentrer les fèves qu'on a ramenées du champ d'ailleurs. Une belle récolte de fèves. Ça, c'est le tiers de notre récolte. Les gens vont pouvoir avoir des fèves dans leur panier cette semaine. La chambre froide se vide à chaque vendredi, samedi quand on fait les derniers paniers, puis le marché public, puis on la remplit le mardi, mercredi.